Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, chroniques et reportages. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons avec au sommaire de ce 19 juin, le 7e jour de guerre aérienne entre Israël et l'Iran. Le régime des Mollahs a prouvé qu'il gardait une force de frappe en visant notamment un hôpital à Beersheva. Quelle sera la riposte de l'État hébreu? Netanyahou peut-il décider de cibler l'ayatollah Khamenei? Les Américains vont-ils s'attaquer au site nucléaire de Fordo? On répond à toutes ces questions, ce sera dans une minute. Et puis au Proche-Orient, comme en Ukraine, une arme est en train de révolutionner les lignes de front, ce sont les drones. En fait, quasiment tout se passe par drone maintenant. Ni nous, ni l'ennemi n'avons autant d'obus qu'avant. Plus de 70% des frappes aujourd'hui sont effectuées par des drones FPV. C'est bon marché, c'est très efficace, c'est une arme très précise. Avec ces drones, quel est le rôle de l'intelligence artificielle? Qui choisit les cibles? Comment ces armes ont-elles été perfectionnées depuis l'invasion russe en février 2022? Les humains vont-ils disparaître des champs de bataille? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le bilan des attaques subies par Israël et l'Iran aujourd'hui avec Cécile Sixou. Des colonnes de fumée noire s'échappent de l'hôpital de Beersheva dans le sud d'Israël. Il a été touché par des missiles iraniens tôt ce matin, comme 2 quartiers de Tel Aviv également visés. Au total, ces attaques ont blessé près de 130 personnes. Elles enveniment encore un peu plus le conflit entre les deux pays. Israël, qui continue ses offensives sur les sites nucléaires iraniens, menace et prévient le guide Ali Khamenei. Il devra répondre de ses crimes. Je tiens à dire qu'un dictateur tel que Khamenei, qui dirige un pays comme l'Iran et qui a déclaré que son objectif était la destruction de l'État d'Israël, ne peut être autorisé à continuer d'exister. Mis en garde par Israël, le guide iranien est aussi menacé par Donald Trump, qui appelle à sa reddition sans condition. Donald Trump qui laisse toujours planer le doute sur l'intervention de son pays dans le conflit. J'ai des idées sur ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas encore pris de décision définitive. J'aime prendre la décision définitive 1 seconde avant qu'elle ne soit due, car les choses changent, surtout en temps de guerre. Une escalade militaire, une montée en tension que veut à tout prix éviter l'Union européenne. La France, comme l'Europe, mise sur une réponse diplomatique. Nous appelons, comme le président de la République l'a fait, à la retenue, à la désescalade et à l'arrêt des frappes des 2 côtés. Et c'est pourquoi nous appelons au retour des négociations. Jean-Noël Barrot intensifie son aide aux Français souhaitant quitter Israël ou l'Iran. Ils pourront partir sans visa d'Iran via l'Arménie et la Turquie. Pour quitter Israël, ils pourront passer par les routes de Jordanie et d'Égypte. Et on analyse cette tentation de la guerre pour les États-Unis avec Christian Cambon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne et membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, envoyé spécial du président du Sénat pour les relations internationales. Patricia Lémonière, bonsoir, bienvenue à vous, grand reporter spécialiste des relations internationales et autrice de ce livre Au cœur du chaos, publié aux éditions Artaud. Anthony Bélanger, bonsoir, bienvenue à vous, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. Et Tam Tranui, bonsoir Tam, éditorialiste politique, bienvenue à vous aussi. Je commence avec cette frappe iranienne contre l'hôpital Beersheva, ou en tout cas qui a détruit une partie de l'hôpital Beersheva. Christian Cambon, c'est quand même la preuve qu'on se posait la question depuis 48 heures de l'état de l'Iran, l'Iran à genoux, etc., que voilà, le régime iranien n'est pas encore à genoux. Le régime n'est pas à genoux, il possède encore des réserves en matière de missiles balistiques, et c'est ceux-là qu'il utilise et qui font quand même assez mal. Ouais. Une bonne partie, d'après les informations qu'on a, parce qu'en plus tout est assez compliqué à contrôler, mais enfin, des informations que nous avons, il s'avère que une bonne part de leurs missiles n'arrive pas au but parce que la précision n'est pas aussi importante qu'ils auraient pu le souhaiter. Malheureusement, il y a des fois où hélas, le missile atteint son objectif. C'est le cas malheureux de cet hôpital. Évidemment, j'allais dire que ça relance la montée en gamme et en température de ce conflit, avec en toile de fond les hésitations assez incroyable du président Trump, comme on vient de l'entendre. On écoutait sa réaction dans notre sujet d'ouverture. Évidemment, on consacrera du temps à la politique américaine, aux hésitations du président américain. Mais je reste comme premier thème sur
l'état de l'Iran. Enfin, on doit rappeler, Patricia, on l'a déjà fait sur ce plateau, mais c'est un grand pays, Patricia l'Iran, et surtout ce que pèse l'État, ce que signifie l'administration et l'État dans un pays comme celui-là. Alors, pour juger de son état de faiblesse ou de sa désorganisation, en quelque sorte. Alors, effectivement, l'armée israélienne, avec son aviation, a tué, et ses drones, a tué une partie des responsables militaires, a tué des scientifiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, d'abord, les gardiens de la Révolution, si on ne prend qu'eux, ils sont une organisation qui n'est pas hiérarchique, qui est pratiquement collégiale. C'est-à-dire qu'on en fait tomber un, et bien il y a autour tout un réseau qui est capable de prendre le relais. Donc ça ne veut pas dire qu'en tapant sur les gardiens de la Révolution, on détruit la structure des gardiens de la Révolution. Oui, puisque les deux chefs ont été tués, le chef puis celui qui le remplaçait à 3 jours d'intervalle. Voilà, d'autant que celui qui le remplaçait était un personnage qui était responsable d'attentats majeurs à l'étranger. Donc, si vous voulez, ils ont une structure qui leur permet, c'est hérité de la guerre Iran-Irak, toute cette construction. Donc voilà, en ce qui concerne les scientifiques, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement, ceux qui ont été éliminés sont des hommes clés dans le processus. Mais là encore, l'Iran est un pays avec une structure intellectuelle, universitaire et de recherche majeure. Et donc, ils ont tout un réseau qui est totalement disséminé sur le territoire national. Ils ne sont pas qu'à Téhéran, au centre de recherche, ou à Arak, à l'autre centre de recherche, ou à Parchin, qui est encore un centre militaire très important. Donc, ils sont éclatés sur le territoire. Et puis, l'État profond iranien, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, a une vraie structure, avec une réelle administration qui continue à fonctionner, et des gens qui ne sont pas forcément attachés au régime. Et ces gens-là, j'en finirai par là pour passer la parole au plateau, ces gens-là ont été frappés par la crise économique majeure. 45% du produit national brut qui a chuté en 10 ans pratiquement. Ils se sont appauvris et donc s'ils continuent à participer et à être membres et à être des fonctionnaires, ils ne sont pas pour autant, puisque première victime de la crise économique, ils ne sont pas pour autant attachés au régime, mais ils sont capables de garder la structure de l'État longtemps. Et c'est ça qui compte. Je reste sur la capacité militaire de l'Iran, Anthony Bélanger. On parle de quoi? De missiles balistiques, c'est ça? Qui, a priori, sont ceux qui ont frappé pas seulement l'hôpital Beersheva, d'autres cibles en Israël. Tout à fait. Donc on parle des plus dangereux, puisque ce sont ces missiles balistiques qui, avec ce fameux trajectoire en cloche, qui vont jusque dans la stratosphère et qui sont capables de redescendre très précisément pour toucher une cible. On disait au début de ces interventions que l'Iran possédait 3000. Le problème, c'est qu'elle n'a pas 3000 pas de tir. Elle a, comme toutes les armées, un certain nombre de pas de tir. Et certains ont été détruits par Israël. Et on pense qu'Israël en a détruit un tiers. Ça se traduit dans les chiffres, d'ailleurs. Alors, on sait que, par exemple, le premier jour, l'Iran a tiré 200 missiles, le deuxième jour, 105, le troisième jour, 68, le quatrième jour, 30, et aujourd'hui, une dizaine. Ça ne signifie pas que ces missiles qui sont moins nombreux, mais accompagnés de drones, peuvent ne pas passer et faire des dégâts très importants. Mais on voit bien qu'il y a là une structure militaire, je parle bien des tirs, des missiles balistiques, qui a fortement diminué. Deuxième chose que je tiens à souligner pour aller dans le sens de ma consoeur, c'est qu'il ne faut jamais oublier que l'Iran, c'est la France, en fait. C'est-à-dire avec un État très... Ce que j'essaie de comprendre, de vous expliquer, c'est qu'avec un État... Il y a quelques oreilles qui se lèvent en vous entendant dire ça. Avec une structure de la population très similaire à un pays occidental, même nombre de personnes scolarisées, même nombre de personnes ayant fait des études supérieures, même classe moyenne importante, même division, même c'est absolument impressionnant. Deuxièmement, c'est la France dans le rapport qu'elle a avec l'État. C'est-à-dire que tout le XXe siècle iranien a justement consisté à bâtir, construire et consolider un État qui n'a jamais cessé d'exister depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on oublie toujours, mais l'Iran, c'est 5000 ans d'histoire et c'est 3000 ans d'État. On l'a déjà un peu dit sur ce plateau, donc on va avancer dans le débat, mais c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas comparer avec ce qui a pu se passer en Irak ou en Syrie. Ni en Libye, ni en Arabie Saoudite, ni en pétro-monarchie. On peut imaginer que ce régime va tenir, même si on a parfois été surpris par l'actualité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christian Cambon,
évidemment, les frappes iraniennes d'aujourd'hui conduisent à une forme d'escalade, pour l'instant verbale, notamment qui concerne le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Écoutez ce que dit le ministre israélien de la Défense à son propos. On écoute Israël Katz. Khamenei est le Hitler des temps modernes. Cet homme est à la tête d'une superpuissance depuis des décennies. Il a une grande influence idéologique, il l'utilise et déclare ouvertement qu'il veut détruire Israël. Il utilise toutes les ressources, même aux dépens de son propre peuple, pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'il donne personnellement l'ordre de tirer des missiles sur des hôpitaux et des immeubles d'habitation. Il n'y a pas d'écart statistique explicable et qu'il considère la destruction d'Israël comme un objectif. Israël Katz qui dit aussi que l'ayatollah Khamenei ne peut être autorisé à continuer d'exister. La menace, elle est directe. Christian Cambon, elle serait, si on essaye de faire un peu de droit, même si le droit international n'existe plus beaucoup depuis quelques mois, voire quelques années, si on remonte à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça n'est pas autorisé par le droit international. Là, je crois qu'on est totalement en dehors du droit international. Maintenant, il faut quand même replacer les choses dans un contexte, parce que les événements vont à une telle vitesse que finalement, on arrive à oublier un certain nombre de choses. Oui. Au départ, le régime des Mollahs arrive, et depuis 50 ans, que dit ce régime? On veut détruire Israël. On ne veut pas le combattre, on veut le détruire. Enfin, il faut se mettre dans cette situation où votre voisin vous dit « je ne pense qu'à une seule chose, c'est à vous détruire ». Et donc finalement, Israël, dans sa logique avec les partis qui sont quand même extrêmes et qui sont autour de Netanyahou, qui en plus prolonge lui-même sa propre carrière politique grâce, j'allais dire, à cause de ce drame, eh bien, leur état d'esprit est effectivement doit être compris dans ce sens-là. Parce que nous, on en parle tranquillement, on ne vit pas dans ce danger. C'est cette menace existentielle dont parle Israël. Moi, quand j'ai entendu dire, déjà, je trouve que c'est assez étonnant de dire à l'avance, on va neutraliser M. Khamenei. À la limite, on le fait, puis après on dit, bah écoutez, excusez-nous, il était sous les bombes. Mais je trouve déjà c'est étonnant. Et on voit bien avec Ben Gvir, Motrich, enfin ces ministres, les ministres les plus extrémistes, sont excessivement violents dans leur définition, mais ils sont dans un contexte où finalement, vous vous rendez compte, 9 millions d'habitants en Israël, 90 millions d'habitants en Iran. Enfin, c'est vraiment David et Goliath, cette histoire. Alors, je veux bien, et je vais vous donner la parole. Cette menace, cette menace de l'Iran visant Israël, la destruction, elle n'est pas rhétorique, elle n'est pas purement rhétorique. Je ne pense pas qu'elle soit. Je ne pense pas qu'elle soit rhétorique. Je pense que s'ils ont la possibilité de le faire, ils le feront. Parce que, d'abord, là, brusquement, toute l'opinion publique israélienne soutient Netanyahou. Je crois que franchement, 100% des Israéliens sur cette opération-là, depuis tant d'années, c'est cette menace permanente où on dit on va vous détruire. Ça veut dire quelque chose, vous voyez, c'est pas. Et je crois que ça autorise dans l'esprit de Netanyahou de passer bien au-delà du droit international, avec de surcroît un Américain qui les soutient depuis longtemps et qui montre là aussi qu'il n'est pas en mesure de fixer de limites. Donc je pense que le pire est peut-être encore à venir. Oui, Benjamin Netanyahu qui a redit aujourd'hui que Donald Trump était le meilleur ami d'Israël. C'est une formule qui revient très souvent dans sa bouche. Patricia Lemonnier. Peut-être sur le droit international, c'est quand même une séquence particulière. Alors sur le droit international, c'est effectivement une séquence particulière puisqu'on se situe dans une espèce de vide actuellement instauré par le Premier ministre israélien. Mais au-delà de cette question, il faut voir qu'Israël s'est bâti complètement par rapport à la menace d'agression extérieure. Quand on voit l'histoire d'Israël, depuis 1947, on a eu les guerres. Les guerres, c'était contre les ennemis de la région. Dès la création d'Israël. Donc la mentalité et le récit israélien, depuis les origines de l'État d'Israël, c'est l'ennemi extérieur. Donc quand c'était le Shah, tout allait bien. Mais à partir du moment où il y a eu ce renversement et surtout la guerre Irak qui a fait complètement changer de pivot le régime iranien, c'est là où il a construit ce qu'on appelle le fameux cercle de feu pour entourer Israël. Ce récit d'agression et de destruction d'Israël s'est renforcé et donc tout à fait naturellement Benjamin Netanyahou
a renforcé son discours. Il faut savoir qu'il brandit cette menace de la destruction d'Israël depuis 1992, depuis qu'il a été élu à la Knesset, tout jeune député. Donc c'est réellement une obsession. Quant à savoir si cette menace de destruction existe réellement, c'est une autre question. C'est toute la question que pose la dissuasion. Les durs à l'intérieur du régime ça, on y reviendra un peu plus tard. Veulent autre chose. Enfin, on y reviendra. On y reviendra plus tard. Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que le pouvoir iranien, ce régime des mollahs, même si l'expression est un peu facile, il est un peu monolithique. C'est plus compliqué que ça, Tam. Une question sur est-ce que selon vous, c'est une menace existentielle pour Israël, mais est-ce que ça va au-delà quand on entend, par exemple, les propos de Friedrich Merz, qui a eu des propos qui ont quand même beaucoup choqué en disant, voilà, il fait notre sale boulot à tous, Israël fait notre sale boulot à tous, et qu'il a dit que c'était une menace existentielle quasiment pour le monde et une entreprise de destruction mondiale. Le problème de la bombe nucléaire iranienne, c'est pas celui de la bombe nucléaire iranienne, puisqu'en fait, Chirac le disait, si la première fois cette bombe nucléaire s'élève à 10 mètres au-dessus du sol de Téhéran, le Téhéran est vitrifié dans la minute. Le problème, c'est la prolifération nucléaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Iran a la bombe, l'Arabie Saoudite à la bombe, l'Égypte à la bombe, la Jordanie à la bombe, la Turquie veut la sienne. Bref, il y a un danger de prolifération nucléaire. Or, Israël, à tort ou à raison, veut rester la seule puissance nucléaire de la région. Elle veut être la seule à disposer de la bombe nucléaire. Pour ne pas être et que sa puissance militaire et puis sa puissance militaire finale ne soit pas mise en équivalence avec une autre puissance régionale. Et surtout qu'il n'y ait pas de prolifération. Et qu'il n'y ait pas de prolifération. Mais son idée, c'est nous sommes les seuls à disposer de l'arme finale et il n'y a pas d'autre raison que d'une autre puissance sunnite comme chiite dans notre entourage puisse disposer de la même arme et nous équivaloir. On va parler des hésitations américaines dans un instant, mais quand même, Christian Cambon, est-ce que vous pouviez imaginer la carte du Proche-Orient, du Moyen-Orient se redessiner à ce point et aussi vite? Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il se trouve que moi, j'ai conduit la dernière mission parlementaire avant les événements effroyables du 7 octobre en Israël, dans les territoires palestiniens et même à Gaza. Et là, on avait reçu 2 messages. 2 États n'y comptaient pas jamais. Et l'autre principe qui nous a été évoqué avec force, jamais Israël ne tolérera que l'Iran ait l'arme atomique. Jamais. On fera tout ce qu'il faut et on est en train de faire tout ce qu'il faut. Et du reste, on s'aperçoit qu'en fait, peut-être ce qui est en train de se passer était en préparation depuis des mois et des années. Sans doute. Car les renseignements que nous avons... Le travail du Mossad, c'est d'anticiper sur ce type de On a eu des renseignements quand même de très haut niveau en provenance de nos représentants français à Téhéran. Le Mossad a littéralement infiltré l'Iran. C'est ça la réalité. C'est impressionnant. Et pour une raison très simple. De manière absolument incroyable. Et je pense que c'est du reste ce qui terrifie l'ayatollah et sa joyeuse bande, parce qu'ils se disent qu'effectivement, le risque est énorme de finir comme les dirigeants du Hezbollah et du Hamas. D'ailleurs, c'est l'une des informations de ce jeudi, la police iranienne qui annonce avoir arrêté 24 personnes, et je cite le communiqué, qui espionnaient pour l'ennemi sioniste en ligne et hors ligne. Alors on parlera des États-Unis dans un court instant, mais puisque vous posez la question des services secrets israéliens du Mossad, ça vaut un chapitre. Le Mossad a réussi à organiser la réunion des chefs de telle sorte de les avoir dans un seul endroit pour les éliminer d'un seul coup. C'est ça. Donc c'est une guerre dans la guerre. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le degré de préparation. On peut penser à ce qui s'est passé avec le Hezbollah aussi et les Vipers. C'est-à-dire, le travail des services secrets, de manière générale, et israéliens en particulier, c'est quoi? C'est d'avoir une opération prête pour le jour où le politique décide de dire « go ». C'est d'avoir des dormants. Oui. Des dormants qu'on réveille au moment opportun. Et cette pénétration du régime israélien remonte au Shah d'Iran. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où ils avaient tous leurs contacts, leurs liens. Ces gens-là ne sont pas tous partis effectivement d'Iran. Et ces gens-là sont restés avec les sympathies, les liens qui s'étaient tissés. Il y avait une armée, il y avait des services de renseignement, etc. Et les mollahs, quand ils ont pris le pouvoir avec l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini, eh bien, ils avaient la guerre civile et ils avaient après la guerre Iran-Irak. Ils n'ont pas eu le temps d'éliminer, de gérer tous ces dormants-là. Donc ces dormants-là sont restés. Mais ça, vous parlez quand même, c'était 79, la chute du Shah. Donc, à partir de quand le programme nucléaire iranien, il y a eu le switch? C'est juste après la guerre Iran-Irak.
C'est juste à ce moment, c'est 80, en 88, la bascule en Iran s'est faite, et la bascule en Iran s'est faite, et la bascule donc en Israël aussi s'est faite. C'est à partir de ce moment-là que la menace a été plus performante vis-à-vis d'Israël. Anthony, un mot là-dessus. Il faut par ailleurs rappeler qu'il y a, vivent en Israël quelque chose comme 100 à 200 000 Iraniens d'origine, c'est-à-dire des Juifs iraniens qui parlent parfaitement le farsi. Et qui peuvent passer relativement inaperçus en Iran. Plus le fait que le régime, après au moins 3 révolutions populaires, celle de 2009, la même révolution verte, puis celle de 2019, vous avez eu des révoltes dans tout le pays économique, des révoltes du pain, et puis les révoltes femmes, vie, liberté, est devenue tellement impopulaire qu'il est presque devenu facile pour le Mossad, en tout cas, non pas forcément de recruter directement, mais d'avoir des amis, des affidés, des gens à qui en veulent au régime, au point de, y compris se dire où se trouvait Ismaël Haniyeh, dans quel hôtel, à quelle chambre, à quel niveau, et puis si on pouvait, comment faire pour placer une bombe juste au-dessus de sa chambre. Alors sans déranger le type du djihad islamique qui vivait dans l'appartement d'à côté. D'ailleurs, toutes ces opérations ont été faites en Iran par le Mossad, mais d'une certaine manière pour avertir les Iraniens, pour les prévenir, pour semer la panique au sein d'eux, pour leur dire voilà ce dont nous sommes capables, ne cherchez pas à nous titiller trop. Et c'est cette expertise et maestria, on va dire, d'espions qui a été mise à l'œuvre là depuis 5 jours. Allez, un dernier mot juste un mot, l'extrême corruption à l'intérieur du régime et l'enrichissement extrême aussi de ces élites, des passe-d'Aran, des gardiens de la Révolution et des fondations. Et c'est par la corruption aussi que le régime israélien a tenu beaucoup de gens. Alors, on s'intéresse, comme promis, aux hésitations américaines, et je commence avec vous, Tam, puisqu'hier, Donald Trump n'a pas exclu une entrée en guerre des États-Unis, alliés d'Israël, pour attaquer l'Iran. Oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est vrai. Voilà, la sortie de Donald Trump sur l'opportunité ou non pour les Américains de frapper Téhéran a laissé hier le monde pantois sur sa forme. La phrase exacte, c'était « je le ferai peut-être, je le ferai peut-être pas, personne ne sait ce que je vais faire ». Il a sa façon bien à lui de le dire, mais voir le monde suspendu aux atermoiements américains au Proche-Orient, c'est loin d'être une première. Alors effectivement, on va faire un petit regard dans le rétroviseur, un petit flashback. Tout le monde se rappelle, tiens, la volte-face de Barack Obama, c'était sur la Syrie en 2013. Oui, cette année-là, le monde entier s'attendait à une frappe américaine en raison de l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad, ce qui était censé être la ligne rouge pour les Américains. Mais Obama renonce à intervenir immédiatement et préfère demander l'avis au Congrès, on se rappelle de la suite. Sur le dossier syrien, Donald Trump, lui aussi, a viré à 180 en 2017, mais dans l'autre sens, lui qui avait dit que le changement de régime n'était pas sa priorité, finit par attaquer en avril 2017. Et il faut rappeler ce qui le fait changer d'avis. Le choc des photos, une autre attaque chimique, à l'époque des images insoutenables d'enfants asphyxiés, des corps martyrisés qui ébranlent les réseaux sociaux, les opinions publiques, bref, le monde entier. Les hésitations et changements de braquet des deux présidents illustrent en fait des tiraillements classiques dans ce genre de décision entre ce que la morale dicte de faire, les bénéfices et risques qu'il y a à intervenir militairement, l'état des alliances extérieures et l'état de l'opinion publique américaine. Il faut rappeler la situation en 2013. Alors David Cameron, principal allié des Américains, vient d'essuyer un vote négatif du Parlement britannique pour une intervention en Syrie. Mais aussi et surtout, le peuple américain est plus que tiède. Barack Obama préfère donc renoncer. En 2017, la force des photos fait basculer l'opinion publique horrifiée, mais le slogan fondamental de Trump reste « America First ». Oui, d'ailleurs, l'isolationnisme, on peut rappeler pour conclure, Tam, que c'est quand même une tendance lourde dans l'opinion publique américaine. Oui, les années 2000 ont été synonymes pour de nombreux Américains d'intervention extérieure, avec un coût humain, politique et financier trop lourd. La crise financière de 2008 les a convaincus de vouloir consacrer leurs ressources en priorité à des objectifs intérieur. Barack Obama l'a dit clairement quand il était président, je le cite, « J'ai été élu pour terminer des guerres, non pour en commencer ». Et Trump, lors de son discours inaugural cette année, le 20 janvier, s'est aussi présenté comme le candidat de la paix, lui qui a dit que son succès serait mesuré, je le cite, par les batailles qu'il remporterait, les guerres qu'il achèverait et peut-être encore plus significativement les guerres dans lesquelles il ne s'engagerait jamais. Et pourtant, la question se pose aujourd'hui, Christian Cambon. Alors j'ai une double interrogation pour vous. D'abord, est-ce que vous croyez à une intervention, implication américaine dans ce conflit avec l'Iran? Et si oui, quelle forme elle pourrait prendre?
Les informations qu'on a eues montrent quand même qu'il y a eu des mouvements de troupes, notamment de forces aériennes, très importantes, avec les AWACS. Enfin, je crois qu'il y avait 9 AWACS qui se sont déplacés. On a repéré au-dessus de la Grande-Bretagne des F-35 en escadrille qui se ravitaillaient en vol. Donc il y a quand même, ils viennent pas pour passer une promenade de week-end. Donc ils viennent quand même pour se tenir prêts à une opération. Moi, je pense. Je dis malheureusement, je pense qu'on ne peut pas l'exclure. À la différence du reste de l'Irak, c'est qu'il n'y aurait pas, de mon point de vue, il n'y aura pas de troupes au sol, si vous voulez. Il y aura une action, notamment avec cette fameuse bombe GBU là, qui est censée pénétrer à moins 80 mètres pour faire sauter les installations nucléaires. Je pense qu'il viendrait en accompagnement de l'armée d'Israël, mais il n'imagine pas aller beaucoup plus loin. Comme personne n'est dans le cerveau de Trump, heureusement pour nous, c'est assez compliqué de prévoir grand-chose. Jusqu'à la dernière seconde avant la décision, il peut changer. On a envie de terminer sa phrase en disant mais le sait-il lui-même. C'est effectivement ça. Avec aussi, et alors là, c'est quand même intéressant de rentrer un peu dans la mécanique de l'administration américaine. Il y a des clans qui s'opposent aussi chez les républicains et les MAGA, Make America Great Again. Il y a des clans qui s'opposent chez les MAGA et il y a des clans qui s'opposent dans l'entourage politique de Trump. Chez les MAGA, c'est très simple. Il y a ceux qui soutiennent quand même Israël. Ils existent, en particulier chez les évangélistes, parce qu'aux yeux des évangélistes, Israël, c'est le peuple élu et c'est là où se passera l'apocalypse rédemptrice, en quelque sorte. Et puis, il y a ceux qui ont voté pour Trump pour mettre fin à la guerre. Alors ça, c'est chez les MAGA. Dans son entourage, on retrouve les mêmes. On appelait ça avant les néocons, qui sont... Les néoconservateurs. Néoconservateurs, excusez-moi, parce que ça peut être perturbant. Les néoconservateurs qui étaient effectivement pour apporter le changement de régime et la démocratie, et puis les autres qui étaient opposés à la guerre. Ça, c'est son entourage politique. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, parce que quand même Trump n'est pas le fiefé imbécile que l'on aime décrire, bien sûr que non. C'est qu'il s'est entouré, il a éliminé autour de lui les Peter Hegseth, la femme du renseignement, etc. Et il s'est entouré de qui pour prendre ses décisions? Du chef d'état-major, du chef de la CIA et de son conseiller Rubio. Les autres exitent. Et c'est ces gens-là qui connaissent quand même pas très bien la situation, qui sont ceux qui lui donnent les briefings et qui l'entourent. Et un dernier point, les derniers sondages aux États-Unis, CNN a affirmé que la majorité des Américains maintenant basculaient du côté des frappes. Les autres sondages du New York Times et du Washington Post ne vont pas dans ce sens-là. Et c'est ce que va regarder Donald Trump peut-être prioritairement, Anthony Bélanger, une décision sous l'aune de l'évolution de l'opinion publique américaine. On sait que Donald Trump ne lit pas, qu'il regarde Fox News. Et il se trouve que Fox News est très acquise à la cause d'Israël. Et donc il a été très impressionné. C'est pour ça qu'on a eu des tweets particulièrement favorables à Israël ou particulièrement remontés par la couverture que faisait Fox News de la qualité avec laquelle Israël avait réussi à construire une autoroute de l'air, aérienne au-dessus du pays, et qu'en fait, grosso modo, ils invitaient les Américains, allez-y, on a fait l'autoroute, il vous reste plus qu'à venir avec vos B2 et vos bombes bunker busters, c'est-à-dire celles qui brisent les bunkers. Bon, cela dit, deuxième petit élément de réflexion, il applique en fait ce qu'on applique en diplomatie depuis toujours Donald Trump, c'est-à-dire la fameuse aphorisme du cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et donc en fait, il a devant lui 3 jours pour que l'ensemble de l'opération militaire qu'il a demandé soit rassemblé autour d'Israël, puis rejoint la mer. Avec le porte-avions Nimitz qui s'est détourné, etc. D'accord. Le Gerald Ford et le Carl Vinson, c'est quand même 3 gros paquets. Ce sont des vieux fers à repasser sur mer, mais ils transportent des dizaines et des dizaines d'avions. Ce sont des forteresses maritimes en fait, qui approchent donc de zones, des destroyers qui viennent d'entrer sur zone aussi. Donc il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place. Il lui faut 2-3 jours pour se mettre en place. Pendant ce temps-là, ce qu'il dit, c'est aux Iraniens, vous ne m'avez pas cru. Quand je vous disais que je vous donnais 60 jours pour négocier, vous avez voulu jouer les malins. Vous m'avez pris pour un imbécile. Vous avez pensé que j'étais... C'est surtout Benyamin Netanyahou qui, en attaquant l'Iran, a mis fin au processus de discussion qui était en cours. Mais il n'empêche que maintenant, je pense personnellement que c'est une énorme erreur stratégique de la part de l'Iran que d'avoir joué la montre avec Donald Trump et voulu absolument passer le cap des 60 jours. Les Iraniens font toujours comme ça, mais là, il fallait peut-être qu'ils soient tout petit peu moins... Et ce que dit Donald Trump, là, en ce moment, c'est vous avez 3 jours,
Les conditions d'un accord ne seront pas les mêmes, mais il vous reste encore 3 jours avant d'être écrasé sous les bombes. Alors, une éventuelle implication américaine, elle tient en un mot ou en un nom, c'est Fordo, la montagne qui abrite l'une des installations nucléaires iraniennes les plus secrètes. On en parle tout de suite avec Stéphane Duguay. Bonsoir Stéphane, bienvenue. Puisque l'intervention des États-Unis intéresse notamment Israël pour frapper ce site particulier. Racontez-nous. Oui Thomas, Fordo, c'est le deuxième site d'enrichissement d'uranium en Iran. Il se situe à 200 km au sud de Téhéran, sous une montagne enfouie à environ 80 mètres de profondeur. C'est un véritable bunker. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déjà pu s'y rendre et il expliquait dans le Financial Times que pour y entrer, il fallait emprunter un tunnel en spirale qui descend, ce sont ses termes. L'usine, elle est donc souterraine, ce qui lui permet d'éviter les attaques de l'armée israélienne. Jusque-là, Tsahal n'a d'ailleurs infligé que des dégâts marginaux au site de Fordo. Et pourquoi les Israéliens tiennent particulièrement à attaquer ce site ? Parce que c'est un site construit en secret au début des années 2000, révélé en 2009 par plusieurs services de renseignement occidentaux. À l'origine, l'Iran jurait que c'était une installation de secours destinée uniquement au nucléaire civil, c'est-à-dire au fonctionnement des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Un site de secours à celui de Natanz qui, lui, a été touché par les frappes israéliennes. Et que sait-on des capacités d'enrichissement d'uranium de cette usine ? Alors au moment de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, l'Iran s'était engagé à transformer le site de Fordo en centre de recherche sur le nucléaire civil. Mais le retrait des États-Unis de cet accord voulu par Donald Trump en 2018 a tout changé. On sait aujourd'hui que l'usine de Fordo compte 3000 centrifugeuses pour enrichir l'uranium. À titre de comparaison, le site de Natanz en compte lui 16 000. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, y avait d'ailleurs détecté il y a 2 ans des particules d'uranium enrichies à 83,7%. C'est proche du seuil des 90% nécessaires pour commencer à développer une arme atomique. On comprend bien que ce site est hautement stratégique pour l'Iran. Est-il intouchable ? Alors en tout cas, il est très très protégé, plus que le site de Natanz qui lui n'est situé qu'à 30 mètres sous terre. Pour infliger des dégâts aux centrifugeuses de Fordo, Israël a besoin de bombes possédées par l'armée américaine. Il s'agit d'une bombe guidée géante, la GBU-57. Elle pèse à peu près 13 tonnes et cette bombe a une particularité. Elle perce le béton et n'explose qu'une fois enfouie dans le sol. Mais elle ne peut être larguée que depuis des bombardiers américains. Et l'autre difficulté, c'est qu'elle ne peut aller que jusqu'à 60 mètres de profondeur, ce qui dans le cas du site de Fordo qui est à 80 mètres de profondeur, eh bien, ça pourrait la rendre inefficace. Ouais, merci beaucoup Stéphane. Patricia, je crois que vous êtes allée une quinzaine de fois en Iran. Vous avez déjà eu l'occasion de visiter un site nucléaire dans ce pays ? Oui, j'ai visité le site d'Ispahan, où aujourd'hui on fait... alors sur Ispahan, qui a été frappé, il y a 2 choses qui se font. On fait de l'enrichissement de ce qu'on appelle du yellow cake, qui est un produit, une poudre jaune, et après on transforme tout ça en gaz, et ce gaz est nécessaire pour faire tourner les centrifugeuses. Mais ce qui est très intéressant, et je reviendrai après sur ma petite visite, puisqu'on n'est quand même que 2 télés à y être entrés, voilà, c'est pas mal, il y a sur ce site en fait des stocks des matériaux enrichis à 60%. Et ces stocks sont en fait c'est des barils, en gros, qui ressemblent à des grosses... vous savez, comme ce qu'on a quand on fait de la plongée. Oui. Voilà, ça ressemble à ça, à ces bonbonnes-là. Des bonbonnes d'air. Et alors, savoir si... alors, Israël ne les a pas touchés. Parce que même si on dit que ça ne veut pas faire de prolifération atomique, en tout cas, ça peut faire des proliférations chimiques et autres choses qui Et donc, il n'y a pas eu d'émanation chimique détectée depuis le début de la semaine. Il n'y aurait pas eu d'émanation au niveau, mais si, des émanations en revanche. Et c'est justement sur Ispahan, il y a eu des résidus chimiques qui inquiètent aujourd'hui les scientifiques. Mais rien sur un plan de radiation nucléaire. La centrale d'Ispahan, qui était encore, quand j'y suis allée, c'était au moment des contrôles encore par les inspecteurs, c'était très intéressant parce que tous les couloirs étaient truffés de caméras. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se déplacer d'un couloir à un autre. On était sous la surveillance de l'AIEA en permanence. Alors, à un moment donné, ça a été coupé quand les Iraniens ont rompu certaines négociations avec l'Iran. Ils ont coupé carrément l'électricité et ils ont coupé les contacts. Et ces caméras étaient reliées directement à Vienne.
D'accord. Donc c'était l'époque où l'accord international avait été signé avant que Donald Trump, lors de son premier mandat, décide des accords. Ah d'accord. Et avant que Donald Trump, on le rappelle, lors de son premier mandat, décide de déchirer cet accord. On n'en serait sans doute pas là. Aujourd'hui, je reviens à cette bombe. On l'a déjà évoqué, cette bombe anti-bunker. Juste pour bien comprendre, peut-être je vous pose la question, Anthony. Alors, comment je peux poser cette question? Est-ce que les Israéliens peuvent l'utiliser sans un bombardier américain? Je crois que non. Donc ça voudrait dire que les États-Unis entrent en guerre d'une certaine façon. En fait, il semblerait que les Israéliens n'aient pas besoin de cette bombe. Ils en ont eux-mêmes quelques-unes, plutôt un stock. Mais il faut un avion spécial. Alors, attendez, j'essaie de poursuivre mon raisonnement. Ouais. Ils ont une bombe qui aussi perce les bunkers, qui serait 3 fois moins puissante. Mais comme il s'agit de taper dur avec un marteau, ils pourraient en envoyer une dizaine et obtiendraient le même résultat qu'une d'entre elles. Donc, cette bombe, en fait, qui est effectivement très considérable, ils en ont même encore une autre qui s'appelle mère de toutes les bombes, les Américains, que Donald Trump avait utilisé en Afghanistan une fois et qui fait un barouf pas possible et qui correspond à une demi-fois Hiroshima. Et qui est une bombe conventionnelle. Le but de cette bombe, c'est une bombe politique. C'est-à-dire ce que demandent les Israéliens et ce qu'ils cherchent depuis le début de cette intervention, à corps et à cri, soit en poussant les Iraniens à la faute, soit en tentant de convaincre les Américains, c'est de faire participer les États-Unis à cette affaire. Oui, de pousser Donald Trump à intervenir. Et donc, ils sont en train de surinvestir l'importance de cette bombe en expliquant que sans elle, rien ne pourrait être fait. Il y a une part de communication. Il y a une grosse part de communication. Cette bombe est tout aussi politique qu'elle est militaire. D'accord. Votre avis là-dessus, Christian Cambon, et sur la capacité à vraiment... alors détruire non, mais peut-être freiner ce programme nucléaire, parce que c'est quand même le but initial affiché par Israël. Bon, depuis le but s'est un peu élargi, mais voilà à quel point Israël a la capacité d'arrêter ou de freiner, et pour combien d'années, ce programme nucléaire. C'est une question centrale. Pour revenir à des choses simples, la détention de l'arme nucléaire par l'Iran est un danger mondial. Enfin, faut quand même se souvenir des menaces. Alors bien sûr, certains disent oui, mais ce n'est que de la menace, jamais il l'aurait utilisé. Enfin, écoutez, ce genre de choses, c'est comme les assurances, c'est après qu'on mesure l'état de l'accident. Donc, je pense effectivement que la destruction de la capacité nucléaire de l'Iran va dans le bon sens. Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser cette bombe, ou on peut aussi... Vous savez déjà, si une bombe rentre à 60 mètres, ceux qui sont à 80 mètres, 20 mètres en dessous, je leur souhaite du bonheur, parce que ça va quand même bouger. Donc, on peut aussi couper l'électricité, on peut couper beaucoup de choses tout autour. Donc, il y a 1000 manières de les paralyser. Moi, je suis tout à fait d'accord, il y a une dimension politique très importante, mais... Et il y a un mot qu'on ne prononce pas ici, c'est l'Europe, parce qu'il y a quand même... Mais j'allais vous en parler. C'est un vrai sujet. C'est vrai que... C'est silence radio. C'est vrai que l'Europe ne fait pas grand-chose. Alors, bon, et quand le chancelier Merz dit ils font le sale boulot pour tout le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent la même chose. Faut être honnête, faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, car le régime des Mollahs, qui lui-même est vomi par 75% des Iraniens, il n'est pas soutenu par beaucoup de monde. Et quand vous voyez les grands amis qui sont autour, même vous avez vu la déclaration de Poutine hier, elle est très en arrière de la main, parce qu'il dit il faut le cesser le feu, il faut arrêter tout ça. Alors, il dit pas. Vous m'offrez la transition, puisque j'avais prévu de proposer à nos téléspectatrices et téléspectateurs justement d'ouvrir un dernier chapitre sur l'Europe et peut-être aussi le rôle qu'un Vladimir Poutine pourrait jouer. La Russie qui met en garde Washington contre toute intervention militaire et qui effectivement appelle à mettre fin, cesser les hostilités. Écoutez. Il me semble qu'il serait approprié que chacun cherche un moyen de mettre fin aux hostilités et trouve un moyen pour que tous les participants à ce conflit parviennent à un accord entre eux. C'est une question délicate et il faut bien sûr être très prudent, mais à mon avis, dans l'ensemble, une solution peut être trouvée. Alors, il y a aussi, Patricia, une menace à peine voilée, je crois que c'est la porte-parole du Kremlin, qui met en garde les États-Unis en cas d'entrée en guerre. Il est monté en gamme, parce que jusqu'à hier encore, on avait l'impression que, ma foi, la Russie, c'était pas sa guerre, il voulait s'en tenir totalement éloigné. Là, aujourd'hui, on voit que, conjointement, j'ai dit, la Chine
et la Russie montent en gamme. Et c'est sûrement pas un hasard si les deux haussent le ton en même temps. Temps. Pourquoi? Parce que, la Chine, quand même, même si une partie de son pétrole, elle achète 90% du pétrole iranien, la Chine, quand même. Donc, ça, et comme il n'est pas cher, ça l'intéresse, ce pétrole. Donc, elle n'a pas du tout intérêt qu'il y ait le marasme économique dans la région. La Russie, elle a des accords militaires avec, effectivement, l'Iran. Elle ne les a pas trop mis en valeur, et en particulier quand ces missiles de défense antiaérienne ont été détruits par la frappe israélienne à l'automne, elle ne les a pas remplacés. Elle a pris son temps, on ne sait pas s'il n'y en avait pas ou s'ils n'étaient pas disponibles, enfin bref. Donc la Russie a gardé une certaine distance, mais là, qu'est-ce que veut jouer Poutine? Il veut jouer, c'est le rôle que pourrait lui offrir Trump, l'homme qui parle à tout le monde. Il parle aux Iraniens, il parle aux Saoudiens, il parle aux Israéliens et il parle aux Américains. Mais c'est quand même un paradoxe d'imaginer Vladimir Poutine en faiseur de paix. Voilà, et quand on l'a entendu évoquer une atteinte à la Charte des Nations Unies, on a envie de se tenir. Oui, certes, mais enfin, il ne faut quand même pas prendre le reste du monde pour des oisos. Enfin, vous voyez, c'est pas... Mais est-ce que Donald Trump pourrait lui donner ce rôle quand même? Non, mais qu'il y ait à un moment ou à un autre un dialogue entre la Russie et les États-Unis, ce sera nécessaire, parce que la Russie, il ne faut pas non plus tirer un trait dessus. Moi, je pense que leur capacité militaire est quand même très atténuée par les affaires d'Ukraine, où ils sont obligés de mobiliser une bonne partie de leurs équipements militaires. Il n'y aurait pas eu l'Ukraine, ils auraient peut-être aidé plus. Pour l'instant, je pense que c'est dans une échelle de perroquet des déclarations, si vous voulez, qui permettent effectivement de faire monter la température et de montrer qu'ils sont encore présents. Moi, je partage votre avis. Je pense que la Chine n'a absolument pas envie et besoin que cette région s'enflamme. Et puis, il faut qu'ils existent aussi. Or là, qui parle au reste du monde, c'est M. Trump, et tout le monde est pendu à ce qu'il va dire dans une heure, dans 10 minutes. C'est incroyable. Est-ce que l'Europe pourrait exister plus, Christian? Elle pourrait exister à condition déjà d'être d'accord tous ensemble. Bon, moi, je prends hier soir, j'entends la déclaration de l'Élysée qui dit le président de la République demande à son ministre des Affaires étrangères de préparer une initiative. Il est dans son rôle, on ne peut pas contester son rôle. Il est dans son rôle. Sauf qu'effectivement, une initiative forte, elle ne peut venir qu'au niveau européen. Enfin, il faut qu'il y ait une force, si vous voulez. On ne peut pas intervenir sur le plan militaire. On peut, le cas échéant, garantir une paix hypothétique qu'on verra dans je ne sais combien de temps, mais on ne peut que jouer la diplomatie. Et pour jouer la diplomatie, il faut avoir une ligne assez cohérente. Et on ne l'a pas encore totalement de la part des grands dirigeants européens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois un peu les choses. L'Europe est un peu vexée quand même avec tout, et a commencé par Emmanuel Macron. Oui, le tacle de Netanyahou, qui en prenant la décision de s'attaquer à l'Iran a totalement effacé la séquence qui devait être merveilleuse d'Emmanuel Macron, qui devait le conduire sous les hurrahs du monde entier, et de l'Arabie Saoudite, et de l'Europe, et de la Grande-Bretagne, vers le ça, c'est la réponse à la visite au Groenland. Effectivement. À l'ONU. Ça, on l'a déjà un peu analysé ici. Je voudrais revenir à Poutine quand même, peut-être avec vous, Anthony Bélanger, parce que il a déjà perdu un allié avec Bachar el-Assad, donc il en perdrait un autre avec l'Iran quand même. C'est pas neutre dans sa stratégie à lui. Sauf qu'encore une fois, nous regardons tout ça avec des yeux d'Européens et enamourés par l'alliance militaire que nous avons conclue après la Seconde Guerre mondiale avec les États-Unis. Je rappelle que dans le monde, il n'y en a qu'une alliance militaire sérieuse, c'est la nôtre. Il n'y en a pas d'autres. Aucun autre pays au monde ne passe d'alliance militaire, ni la Russie avec l'Iran, ni la Chine avec la Russie. Ce sont des alliances de circonstances économiques, mais qui n'ont aucune fameuse clause 5 de solidarité en cas d'attaque des uns avec les autres. Donc en fait, quand Vladimir Poutine soutient l'Iran, c'est un peu comme quand la corde soutient le pendu. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts. Ils peuvent avoir des intérêts conjoncturels convergents, mais ils ont historiquement de très gros intérêts divergents. Allez, un tout petit mot, vous dites je ne suis pas d'accord. Non, mais je ne suis pas d'accord parce que l'Iran est une pièce du puzzle et qui lie des tas d'États qui sont l'Iran, la Corée, la Chine, et on ne parle pas des BRICS. Et c'est un puzzle. Ok, et puis alors cette dernière information qui rejoint finalement ce qu'on disait au début de notre débat sur la capacité de l'Iran à frapper Israël. Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël a détruit plus de la moitié
la moitié des lanceurs de missiles iraniens. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Votre livre, Patricia Lémonière, Au cœur du chaos, c'est aux éditions Artaud. Oui, ce titre, malheureusement, est confirmé semaine après semaine par l'actualité. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.